Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est tous très heureux de vous accueillir dans cette incroyable salle à la lumière si vivifiante en ce beau dimanche matin pour une table ronde autour de la question suivante, réinterpréter les grandes figures. Alors un petit mot, un petit propos liminaire. Moi, c'est un sujet quand il m'a été proposé, et je le dis avant d'introduire mes co-religionnaires, c'est un sujet qui m'a tout de suite beaucoup excité parce que je suis d'une génération qui a grandi simultanément avec de nouveaux Star Wars qui arrivaient, les Tortues Ninja, les Maîtres de l'Univers, et qui donc a été au contact de formes de grandes figures très différentes, certaines canoniques, sacrées au sein de la pop culture, d'autres qui étaient en transformation, qui avaient un statut à part entre culture populaire, culture au sens plus académique, et aussi culture presque commerciale, pourrait-on dire. Et donc, j'ai eu la chance de grandir, non pas forcément toujours avec des figures données comme légendaires, mythiques, formatrices, mais des figures qui étaient en permanence à questionner, à reconfigurer, tant et si bien que je constate que la plupart de celles que je viens de mentionner, et je pourrais encore en mentionner beaucoup d'autres, certaines sur lesquelles moi j'ai eu la chance de travailler avec des camarades et la camarade Catherine Dufour à ma gauche, comme la saga Alien, ce sont des grandes figures, ce sont des œuvres traversées de tropes, de tropismes, qui ont toujours cours, qui existent encore, qui ont tendance à s'hybrider, se métamorphoser ou pas, et nous allons nous demander bien dans quelles conditions cela arrive, cela n'arrive pas, et je vais donc le faire avec à ma gauche Catherine Dufour, qui est une des autrices majeures, j'allais dire de la science-fiction hexagonale, mais pas que, de la science-fiction tout court, qui s'y connaît en grande figure pour en avoir dézingué quelques-unes, reconfiguré pas mal, et avoir appris aux dernières à dialoguer à coups de marteau, notamment, dirais-je. Elle a été le Grand Prix de l'imaginaire pour le goût de l'immortalité, mais moi, à titre personnel, c'est un recueil de nouvelles qui s'intitule L'arithmétique terrible de la misère, que je voudrais vous recommander plus que tout, et qui est une collection de textes absolument formidable, d'une variété et d'une vivacité quand il s'agit à nouveau de parler de grandes figures et d'en parler autrement. C'est une collection de textes éclairants. À ma droite, Alexis. Bonjour. Talone. Alexis, vous êtes dessinateur et pas n'importe quel dessinateur, si je puis dire, est intéressé au sujet qui nous rassemble parce que vous avez plusieurs fois au cours de votre carrière essayé de vous intéresser à des grandes figures pour les travailler, les retravailler. Je pense à Sherlock Holmes, je pense bien sûr à Lupin 8, pardon, et autant de tentatives qui n'ont pas abouti. Jusqu'à récemment, sous la houlette... Goldorak aussi. Et Goldorak, oui, bien sûr. Jusqu'à récemment, sous la houlette de Kana, des éditions Kana. Ce qui m'amène à votre voisin de droite, Stéphane Runberg. Sylvain, bonjour. Oh, pardonnez-moi. Je vous rappelle qu'il est toujours 9h15. Sylvain, excusez-moi. Vous êtes scénariste, et un scénariste qui a travaillé, j'ai presque envie de dire, sur des grandes figures ou des grands types de récits. Vous avez pu aussi bien revisiter vos années estudiantines avec Le Colocataire, qu'aller du côté du médiéval fantastique avec Hammerfall, mais pas seulement, parce que, et là, du coup, comme je viens de me tromper sur votre prénom, j'ai terriblement peur de tout ce que je vais dire maintenant, pardonnez-moi. Mais vous êtes aussi allé chercher des grandes figures comme Conan, notamment, et ce qui fait que vous travaillez justement ensemble. Toujours, je mentionnais Kana Édition pour le retour de Capitaine Flamme, et ce qui participe grandement de votre présence ici, parce que nous allons évidemment évoquer le personnage et évoquer des grandes figures, vous l'aurez compris, je suis un peu long. Moi, je voudrais commencer peut-être par poser une question qui a l'air incroyablement basique et tarte à la crème, mais il va bien falloir qu'on en passe par là pour pouvoir continuer. Et je vais commencer avec vous, Catherine. Qu'est-ce que c'est qu'une grande figure, finalement? Et est-ce qu'il y a différents types de grandes figures? Comment est-ce qu'on peut essayer déjà de poser quelques mots sur ces termes qui nous rassemblent? Alors, la grande figure, c'est d'abord, je pense, la personne à laquelle le lecteur, la lectrice ou la personne qui regarde le film ou la série va pouvoir s'identifier. C'est aussi un petit peu un passage obligé, notamment, j'allais dire pour tout ce qui est américain. Ils ont besoin de héros, c'est-à-dire que tout souvent repose sur une mince épine de diamant qui est
une personne pivot, alors que si vous allez voir plutôt du côté des pays de l'Est en Russie, vous aurez tendance à voir que le héros est souvent une collectivité, un peuple, le peuple, et qu'ils font assez peu dans la grande figure. C'est vraiment quelque chose qui est un héritage de la mentalité américaine où il y a un sauveur. Je pense que c'est une grosse référence à quelque chose de religieux. Alors cette grande figure, après, quand même, elle évolue dans le temps, elle devient souvent plus collective, elle arrête d'être un homme blanc hétérosexuel. Là, il y a vraiment une rupture. Ça va être avec Star Trek TOS, hein, The Original Series, où il y a toujours le Captain Kirk, on est d'accord, mais il se met à y avoir autour de lui des figures, c'est quand même toujours lui qui décide, mais des figures aussi importantes et qui sont pas humaines, pas hommes, pas blancs. Et en la matière, cette série-là a été vraiment extrêmement pionnière, et d'ailleurs ça a fait un scandale épouvantable à l'époque, hein. Notamment l'épisode où le Captain Kirk embrasse Uhura. Ça a été un scandale dont on n'a pas idée. Et alors après, enfin c'est assez marrant parce que après on a quand même une revisitation de figure. Alors elle aussi qui a vraiment marqué le paysage, c'est quand même Ellen Ripley dans Alien. Et il faut quand même voir que aussi bien Uhura que Ellen Ripley, au début du film ou de la série, leur job c'est quand même secrétaire chargé du standard. Et ce n'est que après l'évolution, l'arc du personnage va leur donner une place plus prépondérante, mais n'empêche qu'elles étaient toujours secrétaires chargées du standard. C'était le mieux qu'on pouvait donner comme poste à une femme à l'époque dans cette espèce d'imaginaire fantastique anglo-saxon. Alexis, je me tourne vers vous. Pour vous, qu'est-ce que serait une grande figure en matière de science-fiction, en matière de culture populaire aussi? Ça va être déjà, c'est relatif aux gens, au type de public. Comme disait Madame, ça va dépendre, surtout dans des séries où il y a plusieurs types de personnages. Chacun va s'identifier en fonction d'un personnage qui va les toucher. Le grand personnage, ça peut être celui aussi qui crée, qui donne un système de valeurs à un gamin, par exemple, qui va être isolé, seul, ou qui peut être qui n'a pas de repères parfois familiaux, ou qui a une vie difficile dans son coin. Et il y a beaucoup d'enfants, notamment dans les années 80, avec cette profusion de séries et de films et tout ça, qui ont pu se créer un système de valeurs par rapport à cette multitude de héros culturels qu'on pouvait avoir. Donc ça va être, pour moi c'est un peu ça. Ça va être celui qui va apporter un complément de valeur en fait à quelqu'un, un individu quel qu'il soit, pour grandir, pour affronter des événements de la vie, pour affronter sa propre vie, ses propres peurs, et se rassurer aussi avec des difficultés qu'il peut connaître dans son existence, quoi. Je me tourne vers vous, Sylvain. Oui, je pense que tout dépend aussi. Les grandes figures, d'un point de vue personnel, je pense qu'elles se forment dans notre enfance. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc pour moi qui suis né en 1971, les grandes figures culturelles, pour moi, c'est celles qui m'ont marqué à la fin des années 70, au début des années 80. Et en fait, ce qu'il y a de spécifique, je pense, dans notre génération, c'est qu'il y a eu vraiment un moment pivot dans notre environnement culturel dans ces années-là. C'est-à-dire qu'on est passé d'un seul coup à l'île aux enfants, à Casimir, à Goldorak, Albator et Capitaine Flamme, pour ne citer que ces trois-là qui sont liés à la science-fiction, et que ça a été vraiment un énorme choc culturel. Et c'est pour ça, je pense, que ces figures, pour notre génération, nous ont profondément marqués. Parce qu'on a fait face tout d'un coup à des types de personnages, à des types de récits qui amenaient en fait des thématiques qui n'étaient pas encore en fait explorées dans ce qui était des émissions destinées à la jeunesse, avec des univers comme le space opéra,
que nous, on a pu découvrir à travers ces animés. Bon, en même temps que d'autres films ou séries télévisées comme Star Wars, par exemple, à l'époque. Il y a eu Star Trek aussi, même si Star Trek est plus ancien. Et ce qui est intéressant, pour ma part, pourquoi est-ce que Capitaine Flamme m'a tant marqué, c'est que justement, il y avait des thématiques comme l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, le rapport à la politique et à la science, qui étaient des choses effectivement complètement nouvelles pour moi quand je regardais ce dessin animé alors que j'avais 10 ans. Et par rapport à la pop culture, moi à l'époque évidemment je ne connaissais pas du tout Edmond Hamilton, qui est le créateur de Captain Flamme, Captain Future. Et ce qui est intéressant, c'est que Captain Future, qui est un pulp et qui est un peu l'initiateur du space opéra, ou un des initiateurs du space opéra, a probablement énormément influencé ensuite des univers comme Star Trek, Star Wars, qui sont apparus un peu plus tard. Et pour revenir à la figure, voilà, sur la pop culture, des figures mythiques de l'imaginaire, je dirais aussi que ce sont des figures qui sont reconnus en dehors des amateurs du genre auxquels ils appartiennent. Je pense que ça, c'est essentiel. Par exemple, Capitaine Flamme, nous on l'a vu, j'ai pu voir des gens qui ne sont absolument pas intéressés par la science-fiction, et tout de suite, ça a résonné avec eux. Il y a d'autres personnages comme ça. Là, en ce moment, je travaille sur Wonder Woman, et c'est un peu la même chose, même si en France, c'est moins connu que Capitaine Flamme, je pense. C'est des personnages qui sont reconnus par des personnes qui, au départ, ne sont pas forcément intéressées par le genre, d'où proviennent ces personnages au départ. Et alors, histoire de commencer de bon matin à nous faire quelques petits nœuds au cerveau, j'avais envie aussi de vous demander si ce qui complique un peu l'affaire, la rend peut-être aussi plus excitante, c'est peut-être le fait, et je vous pose la question parce que moi-même j'ai pas forcément d'idée arrêtée là-dessus, mais finalement quand on parle de grandes figures, on parle de personnages qui sont le mélange, ou au moins qui sont traversés par deux principes agissants. Leurs personnages, Ellen Ripley, Capitaine Flamme, Boba Fett, que sais-je, mais aussi la grande figure ou le grand type qui les traverse. Un tel est un commandant de vaisseau, une telle est une mercenaire, un tel est un chef de groupe, etc., etc. Et est-ce que finalement, quand on doit, que ce soit pour les analyser, pour les revisiter, ou pour leur donner vie à nouveau quand on doit travailler ces grandes figures, est-ce qu'on ne fait pas face comme ça finalement à des espèces de personnages un peu duals qui se jouent sur plusieurs niveaux? C'est-à-dire que Capitaine Flamme, ça n'est pas que Capitaine Flamme, il est l'héritier bien sûr de la série animée de la Toei, de Captain Future, il est aussi l'héritier de plein de capitaines, si j'ose dire. Voilà, peut-être que ma question n'est pas claire du tout parce que je n'ai pas bu de café, mais moi je la trouve très intéressante. Moi je la trouve très claire. Mais je suis ravi. Non, mais pour prendre l'exemple de Capitaine Flamme, évidemment, le regard que j'avais sur Capitaine Flamme et son équipe, et je sais que ce qui me fascinait justement, pour reprendre ce que vous disiez, c'est que c'était une équipe, et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer Capitaine Flamme aussi, à la différence d'autres figures mythiques de l'époque. Mais évidemment, le regard que j'avais sur Capitaine Flamme et son équipe quand j'avais 10 ans en 1981, sur certains aspects, n'est plus du tout le regard que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte sur le Capitaine Flamme de la Toei de 1980. Donc quand moi j'ai proposé de reprendre Capitaine Flammacana et qu'ensuite avec Élection on s'est rencontrés et qu'on a proposé notre projet, il y avait notamment un point qui pour moi n'était pas négociable, c'est que dans Capitaine Flamme vous avez une équipe avec un robot, un androïde, Kragmala, et vous avez une agent de la police galactique qui s'appelle Joanne. Or, dans le dessin animé d'origine, la première fois qu'on voit Joanne, elle voit le Capitaine Flamme sortir de son vaisseau, elle rougit et elle murmure « Capitaine Flamme ». C'est la manière dont ce personnage est introduit dans le dessin animé. Donc évidemment, c'était une approche qui était extrêmement sexiste. Joanne, c'était le personnage que Capitaine Flamme et son équipe devaient sauver à chaque saison. Et ça, c'était un aspect non négociable pour moi. C'est-à-dire que si Joanne est un agent de terrain, évidemment extrêmement compétente, il est hors de question de la traiter comme ça. Donc dans notre version, en fait, Joanne est plutôt en opposition avec Capitaine Flamme, parce qu'elle accepte mal que quelqu'un qu'elle considère comme un hors-la-loi et quelqu'un qui est potentiellement dangereux, parce qu'il ne participe pas en fait au type de mission qu'on lui a confié dans les règles qui sont établies, refuse même au départ
de s'allier avec lui. Donc il y a comme ça un changement d'optique sur ce personnage principal, où ce n'est plus notre douce amie Joanne, mais simplement une agent de la police galactique qui fait son travail et qui le fait très bien. Donc il y a comme ça des aspects qui justement forgent l'intérêt aussi d'une adaptation. Une adaptation, pour moi, c'est une création, c'est pas un copier-coller, autrement ça n'a aucun intérêt. Et il y a d'autres aspects comme ça qui ont changé. Sur Capitaine Flamme, par exemple, il y a un jeune mécano orphelin qui s'appelle Ken. Sachant que le Capitaine Flamme est aussi un orphelin. La première fois que Capitaine Flamme voit Ken dans le dessin animé d'origine, en fait, il est absolument odieux avec le gamin. Mais c'était la représentation de la figure masculine de l'autorité à l'époque, hein, tout simplement. Alors qu'ici, le rapport entre Curtis Newton, qui est le véritable nom de Capitaine Flamme, et Ken est radicalement différent. Donc c'est ce qui pour moi, il y avait à la fois en fait l'importance qu'a eu cet univers pour moi étant enfant et dans ce que j'ai fait après en science-fiction, Orbital, Warship Jolly Roger ou Space Relic Hunter, ça n'aurait probablement pas eu lieu si je n'avais pas vu Capitaine Flamme et d'autres séries à l'époque, mais en même temps pour moi c'était aussi très intéressant de revisiter quelque chose en tant qu'adulte en 2024, et forcément il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ce qui a été fait à l'origine. Et alors, je voudrais justement en profiter pour vous poser une question, Alexis, parce que si je pense on peut tous se représenter comment un auteur, un scénariste se dit ah tiens, je vais bouger un peu les potards, je vais changer un peu ce regard, cet angle, je vais mettre d'autres lunettes pour voir mon personnage. Comment fait-on quand on doit dessiner à la fois pour retrouver, réenchanter quelque chose d'un trait originel sans forcément être dans la pure citation? Comment fait-on à la fois soit pour y prendre du plaisir, parce que j'imagine que si vous aviez dû faire un travail de moine copiste, ce n'eût pas été très amusant, et en même temps, puisque vous proposez Capitaine Flamme aux gens, vous pouvez pas leur dire bah écoutez, j'ai tout fait en cubiste. Voilà. Et donc comment est-ce qu'on se situe comme dessinateur spécifiquement, et comment est-ce qu'on peut mettre son trait dans les traits des autres tout en le faisant encore sien? Il y a plusieurs étapes déjà. Déjà, faut aimer ce qu'on fait. Voilà, on peut pas faire du mercenariat sur une licence comme celle-là. Ça se verrait de suite et ça se verrait trop. Ensuite, faut savoir que tout ce qu'on fait, le moindre croquis, les moindres pages ou quoi, sont soumises aux ayants droit. On peut pas arriver et dire bon, moi je lui fais une crête, c'est réglé, il sera comme ça et puis on s'en fout. En fait, tout est vérifié par les descendants d'Hamilton, la Toei, les agents qui ont les droits. Donc c'est quand même une structure complexe, plus nos directeurs artistiques chez Kana. Et je peux imaginer, mais peut-être que je me trompe, que peut-être les descendants d'Hamilton et la Toei n'ont pas forcément les mêmes visions ou des visions toujours concordantes. Voilà, mais par contre, là où on est heureux avec Sylvain, c'est que tout ce qu'on a proposé a mis tout le monde d'accord. On n'a pas eu de choc frontal. Peut-être une question pour dire alors pourquoi vous prenez cette direction ou quoi. Et tout a été accepté à chaque fois dans notre vision de voir les choses, aussi bien pour Joanne. C'était un sujet hyper important pour Sylvain et moi. Par exemple, donc pour moderniser, le but étant de moderniser la licence de Capitaine Flamme, j'ai pioché graphiquement en fait encore plus dans le roman. Par exemple, les changements que j'ai fait pour Mala, qui a encore plus changé par rapport à la version bonhomme, plus rigolo du dessin animé, je suis encore plus allé piocher dans les descriptions d'Hamilton, où on a un Mala vraiment beaucoup plus froid, sarcastique comme il est, avec une apparence plus comme il a dans la BD. Et donc à chaque fois j'ai fait ça. Pareil pour Joanne. La vision d'Hamilton à l'époque pour Joanne était quand même plus aventurière que celle qu'on a de la version animée. Et là aussi pour Joanne, pour l'anecdote, je me suis aussi beaucoup fié aux femmes militaires qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui dans l'armée c'est mixte et il y a beaucoup de choses qui changent. Et aujourd'hui, on n'a plus une seule femme, par exemple, pour un régiment, quoi. On a des groupes de 20 femmes
qui ont des grades, qui ont sous leurs ordres d'autres femmes, et ça crée donc des groupes les féminines, elles se font appeler, et ça change complètement le rapport, parce qu'un groupe de gradés féminins en face des gars, forcément, ça va les calmer aussi. Donc, et Joanne, en fait, et Claire, parce qu'on parle de Joanne, mais il y a aussi Claire Mathissen, donc sa chef. On voit clairement que ce sont des femmes de cette trempe, quoi. Donc surentraînées, des femmes soldats. Donc elles n'arrivent pas comme ça, comme des fangirls qui découvrent. Voilà. En plus, elles entourent un président planétaire. Donc si elles sont là autour d'un personnage aussi important, c'est pas pour rien. Pour la petite anecdote, Claire dans le dessin animé était effectivement une secrétaire au départ. Voilà. Alors que là, c'est la chef Amazon, quoi. Oui. Donc, Mais alors, Catherine, justement, j'avais envie de vous demander, quand on se pose la question de s'attaquer ou de revisiter des figures, des stéréotypes ou des prototypes, est-ce que finalement on n'est pas devant une espèce de face nord de l'Everest où si je l'escalade, je vais quand même devoir me taper l'Everest et à la fin ça va être un peu compliqué. Enfin, est-ce qu'il vaut mieux faire le tour? Est-ce qu'il vaut mieux l'escalader? Comment est-ce qu'on s'attaque à une grande figure? Pour la revisiter, est-ce qu'il vaut mieux essayer de lui en fabriquer une autre, de passer à côté? Est-ce qu'il faut essayer de la repenser de l'intérieur? Comment on aborde cette question-là? Je crois qu'on l'aborde parce que quand on a envie de la dézinguer, hein. Moi, ce que j'ai réinterprété comme grandes figures, c'était pas des grandes figures justement, c'était des assimilés potiches. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait de la fantaisie humoristique, c'est-à-dire palement copié de Terry Pratchett. Ça s'appelle Blanche-Neige et les lance-missiles et suivants. Et ça vient d'une exaspération qui est, à la fin des contes de fées, il y a toujours ils se marièrent et vécurent heureux pendant son temps, ils eurent beaucoup d'enfants. Et après. Donc j'ai imaginé que Blanche-Neige, son prince charmant, se barrait avec la Belle au bois dormant. Et elle, en fait, elle va finir avec le nain grincheux. Et surtout, elle va devenir une abominable dictatrice. Hein. Et voilà. Et j'ai supposé que le petit chaperon rouge, elle... en fait, finirait en couple avec Podane, je crois. Enfin, bon, voilà. Le but, c'était justement d'exprimer à quel point, non, c'est pas parce que à 17 ans et demi, on s'est marié que la totalité des soucis sont réglés jusqu'à la fin des contributions. On a une vie, il faut la vivre. Et en général, elle est moins douce et moins fadasse qu'un conte de fées. J'ai trouvé ça important de mettre en scène ce genre de désingage qui est strictement celui de Tex Avery d'ailleurs, qui arrivait devant le premier Tex Avery, c'est un dessin animé de Walt Disney, vous voyez, des petits oiseaux, des petits lapins, tout ça. Et tout d'un coup, il y a un lapin, je crois que c'est Bugs Bunny, qui arrive et qui détruit la totalité du jardin enchanté en poussant des ricanements de hyènes. Et en fait, ça fait du bien de voir jeter la disharmonie dans un milieu quand il est trop harmonieux. Or, quand un milieu est trop harmonieux et figé dans son harmonie, ça titille en nous la pulsion de mort. En fait, ça nous fait peur, quoi. La perfection est mortifère et morbide. Donc réinterpréter un grand personnage qui est d'une perfection absolue, genre Superman, quoi. Il est énervant au bout d'un moment. Et c'est important justement de casser ces idoles parce qu'elles nous inspirent de l'angoisse. C'est surtout ça en fait, réinterpréter les grandes figures, c'est nous débarrasser de l'angoisse mortifère qu'elles nous inspirent. Alors elles peuvent nous l'inspirer parce que on aimerait s'y identifier et elles sont un peu trop parfaites. Mais ça, c'est quand même une chose qu'on voit dans les belles... Quand tu as parlé de Edmund Hamilton, là, je suis allée voir. Et en fait, il a écrit Les Rois des Étoiles, mais là, je vous parle d'un temps que les moins de 90 ans peuvent pas connaître. Hein. C'était quand même dans les années 30, 40, 50. C'était vraiment directement inspiré du pulp. Et il a épousé Lee Brackett, qui est une grande autrice de science-fiction. Il était copain avec Abraham Merritt, qui est aussi un auteur de science-fiction, mais alors lui tellement vieux que je crois qu'on n'a même pas de photos, on a que des gravures, enfin, vous voyez le genre. Mais ils ont tous écrit le même genre de science-fiction, de type pulp. C'est un type qui, globalement, le héros, est un pauvre Gus qui s'ennuie à crever dans les rues de New York ou de Milwaukee, et tout d'un coup,
quelque chose de merveilleux arrive. Genre, il y a des gus qui descendent de soucoupe volante et qui lui disent non mais c'est normal que tu t'ennuies ici. En fait, tu n'appartiens pas à ce monde gris et sinistre. Reviens, nous t'emmenons te promener dans les étoiles. C'est quand même vachement plus sympa, quoi. Et il y a beaucoup des histoires de cette génération d'écrivains qui, en fait, essayaient d'extraire désespérément leurs lecteurs et leurs lectrices d'un monde fort triste pour leur donner, justement, leur permettre d'incarner une figure tutélaire, une figure remarquable. On retrouve ça pleine balle dans Star Wars, hein, où tout d'un coup... L'élu, tout simplement. Oui, voilà, l'élu choisi entre toutes. Oui, mais je veux dire, l'élu, il s'engueule avec son père et tout, et ça arrive à tout le monde, et on est drôlement soulagé quand tout d'un coup, le pauvre jeune homme ou jeune femme d'ailleurs, qui s'engueule avec son père, voilà, sa pauvre vie est transformée en un destin intergalactique. C'est quand même beaucoup plus classe. Donc, je pense que ces grandes figures ont pour fonction de nous permettre de nous projeter dans le même, mais ayant un destin quand même beaucoup plus rigolo que de prendre le métro. Et d'un autre côté, ces grandes figures, au bout d'un moment, peuvent incarner une perfection qui nous met mal à l'aise, d'où notre besoin de les détruire, de les descendre de leur piédestal, puis après en faire remonter d'autres gens sur le piédestal. Oui, pour parler de cette approche, en fait, je vais dévoiler quelque chose qui n'est pas encore été annoncé. Je peux pas trop en parler, mais je suis en train d'écrire, j'ai terminé d'écrire un récit avec un super-héros et une grande cape et un slip. Je pense que vous voyez de qui je parle, en fait. Superman. Et justement, c'est amusant parce que la première scène se passe dans le métro. Et c'est justement l'approche sur qu'est-ce qu'on fait comment réinterpréter une grande figure en la réintégrant dans nos problèmes du quotidien. Et alors, c'est pas pour dézinguer Superman en soi, mais en gros, il aura fait un mauvais choix, et puis bon, c'est Lois Lane qui va l'en sortir, quoi. Mais c'est pour moi effectivement des approches aussi qui sont beaucoup plus peut-être courantes dans le comics aux États-Unis, de mêler le quotidien et de faire redescendre certains de ces super-héros à notre niveau, qui est quelque chose qui est apparu depuis quelques décennies en fait dans le comics américain. Alors c'est pas forcément la norme, mais il y a quand même pas mal de récits qui ont cette approche-là. Ouais. Ah bah, c'est même quelque chose à une époque qui a permis à Marvel de renouveler un petit peu son approche des super-héros et de faire concurrence d'une nouvelle manière à DC. Moi, pour le coup, juste pour revenir à ma modeste personne, mais quelque chose qui est très fort, en tout cas dans l'univers du cinéma, et qui est une vraie problématique pour énormément d'auteurs, d'autrices, de créateurs, c'est l'espèce de contradiction ou d'injonction contradictoire qu'il peut y avoir d'un côté, aussi bien au sein de la presse que du public, et en général chez toutes celles et tous ceux qui commentent la pop culture et notamment la science-fiction, une espèce d'injonction contradictoire à la fois au respect et au désengage. On veut retrouver nos figures et nos héros, mais attention, on veut qu'elles soient modernisées, on veut les voir autrement. Et alors, je me rends moins compte de la prise que peut avoir cette situation, aussi bien dans la bande dessinée, les comics ou la littérature. Mais je sais qu'en cinéma, c'est un casse-tête absolu pour quiconque veut se frotter à un grand type, parce que il va à une grande figure, parce qu'il faut à la fois la briser et la reconstruire, mais il faut quand même bien qu'on la reconnaisse. Et est-ce que vous, c'est quelque chose, une problématique à laquelle vous êtes sensible ou à laquelle vous avez été confronté? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est 100 fois plus nombreux qu'à l'époque où tous ces récits ou ces comics ont été faits. Et qu'aujourd'hui, c'est vraiment dans la culture générale de tout le monde, même des adultes. À l'époque, c'est dessins animés ou un comics de Spider-Man était fait pour un jeune public, avec certains codes. Aujourd'hui, tout le monde est dans la pop culture, de près ou de loin, hein. On n'est pas forcément tous geeks, mais tout le monde connaît. Et par contre, le nombre d'adultes qui regardent encore les films de Marvel et tout ça s'est multiplié. Et donc, j'ai envie de dire qu'on a tous les avis, en fait. On peut pas être sur une seule vision, genre il faut dézinguer le héros, et puis c'est comme ça qu'on prend notre pied. À l'âge adulte, on casse l'image de l'enfance et on passe à autre chose. En fait, on va avoir les deux. On va avoir des gens qui veulent ça,
des gens qui veulent que le héros ne bouge pas et soit exactement copié-collé à ce qu'ils ont connu, et des gens qui veulent une version plus moderne, sans détruire tout ça, mais pour donner une continuité. Et donc, il y a vraiment plusieurs angles. Et quoi qu'il en soit, on est obligé d'en choisir un. On ne peut pas... Enfin, moi, en tout cas, je ne peux pas, que ça soit... Même à l'époque, quand je travaillais dans le dessin animé en tant que storyboarder ou quoi, on savait très bien qu'on n'allait pas toucher tout le monde. Donc on se dit, voilà, on fait ce qui est le plus important, c'est de faire le truc avec sincérité, comme on le voit au moment où on le crée, quand on le fait. Et le travail qu'on fait trouvera son chemin tout seul. Et ça touchera les gens que ça touchera. Mais je pense que vouloir satisfaire absolument tout le monde, c'est impossible. Parce qu'il y a tellement d'avis différents maintenant, il y a tellement justement de spectateurs et de fans avec des goûts variés, des histoires variées, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Ouais, effectivement, chacun a son approche. Moi, personnellement, j'écris pour moi. Je me soucie absolument pas de ce que les gens vont en penser, tout simplement. Déjà parce que je suis incapable de prévoir ce que les gens veulent et eux-mêmes ne le savent pas déjà à l'origine. Mais oui, il peut y avoir différents effectivement niveaux d'approche pour une interprétation. Par exemple, moi j'ai fait une adaptation de Conan. Alors il faut savoir qu'à la base, moi je suis pas du tout attiré par le personnage de Conan tel que je le connaissais, en tout cas, à savoir avant tout à travers le film où apparaît Schwarzenegger. C'est comme ça que moi je connaissais Conan au départ. Et puis ensuite, quand on m'a demandé si j'étais intéressé pour réinterpréter une des premières nouvelles en fait d'Howard, c'est là où j'ai découvert en fait les textes originaux, qui sont effectivement, c'est des textes qui sont ancrés dans leur époque, mais qui sont quand même beaucoup plus subtils que l'approche hollywoodienne qui a été faite sur Conan, ou même à travers beaucoup de comics de Marvel ensuite dans les années 70, sur quel type de personnage il était. Donc c'était un personnage qui est misanthrope, plutôt antipathique. Ça reste de cet ordre-là, mais qui était en fait beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de niveaux d'interprétation. Et donc moi j'ai trouvé effectivement un récit où il y avait une possibilité d'avoir une approche, j'allais dire, plus nouvelle et contemporaine sur ce personnage de Conan, où il enlève en fait une princesse. Donc on est dans un cas très typique et basique, mais où en fait il va avoir un retournement de situation où, pour s'en sortir, il va falloir en fait qu'il se base sur et les compétences et les connaissances de cette jeune femme qui connaît la région dans laquelle il s'est perdu. Donc ça permettait d'avoir justement, ça c'était un petit challenge pour moi, de m'attaquer à un personnage qui au départ ne m'intéressait pas de ce que j'en connaissais en fait. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'en fait je connaissais que certaines versions de Conan, mais que les premières étaient sensiblement plus différentes. Et après, sur d'autres personnages, par exemple, pour moi, la manière dont, alors je peux pas en parler parce que je peux pas parler du récit encore, mais sur Wonder Woman, ce personnage, j'y touche pas. Pour moi, c'est une combattante, c'est quelqu'un qui se bat pour certaines valeurs qui sont ce que j'estime des valeurs positives. C'est une militante féministe et c'est ce qu'elle est dans le récit que j'ai écrit par rapport à ça, sur des thématiques qui touchent ce type de sujet. Donc ça dépend vraiment des des figures, mais je pense qu'il faut effectivement, à la base, il faut avoir une approche honnête, c'est le faire pour des bonnes raisons, c'est estimer qu'on va avoir quelque chose d'intéressant pour soi-même et ensuite à proposer au public. Catherine, toi tu as fait quelque chose dans ta carrière que je trouve, sur lequel j'aimerais bien t'interroger et revenir, c'est-à-dire que tu t'es, on va dire, attaqué à une figure, mais une figure extrêmement récente, voire ultra contemporaine. À un moment, tu es allé, j'ai envie de dire, travailler au scalpel, sinon à la tronçonneuse, le momie-porn. Or, le momie-porn, contrairement à Capitaine Flamme, à Wonder Woman ou à certains Kryptoniens, ça n'est pas une figure ou un stéréotype qu'on travaille et qu'on retravaille depuis des décennies, sinon des siècles. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça change, si ça change quelque chose, d'aller travailler un motif, une grande figure alors, pas de la science-fiction, je vous l'accorde, encore que, mais de la culture contemporaine qui est très, très récente, qui est toute fraîche, si j'ose dire. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, moi, j'écrivais des chroniques dans le monde diplomatique.
Et mon éditrice, enfin non rédactrice, elle m'a dit, écoute, il y a un nouveau truc, ça s'appelle le mommy porn. Et c'est simplement parce que il y a une femme qui, je me souviens plus de son nom, mince, qui a, en lisant Twilight, elle l'a lu un peu de la main gauche et elle en a fait une fanfic. Et une fanfic porno. Et elle a publié ça en ligne, ça a eu un succès fou, donc c'est sorti sous le nom de 50 Shades of Grey. Et ma copine, elle m'a dit, écoute, les femmes sont en train de se réapproprier leur sexualité, ou au moins leur masturbation. Il faudrait s'y intéresser. Donc j'ai lu Twilight, j'ai relu Twilight, c'est moi, et j'ai lu 50 Shades et je l'ai relu, quoi. Oh. Oui. Mais oui, et puis après j'ai lu, il y a quand même quelques essais dessus, des Vaillouz, etc., sur le phénomène mommy porn. Et donc j'ai travaillé là-dessus. Et c'est simple, c'est le même récit. C'est une jolie petite bergère qui rencontre un beau prince, ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, et ils vécurent heureux pendant 100 ans et eurent beaucoup de petits godemichés, enfin bon, bref. C'est strictement le même arc narratif avec plus ou moins de Kama Sutra. Il y a un truc qui manque, c'est quand même la conscience sociale. Parce que les Pinsons Charlot, ils ont quand même passé 18 livres à nous expliquer que les riches sont les seules personnes qui habitent dans un ghetto, qui se sont eux-mêmes créés, dans lequel ils se sont eux-mêmes enfermés, dans lesquels ils ne laissent pas rentrer les pauvres. Donc, est-ce qu'une bergère peut épouser un prince? Est-ce que son milieu va accepter la greffe? Est-ce qu'elle va supporter son égocentrisme féroce? La réponse est non, dans la vraie vie du matérialisme dialectique. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle En temps la nuit, qui reprend strictement l'arc narratif de Twilight et de 50 Shades. Voilà, comme ça a servi à quelque chose que je les ai lus et relus. Et sauf que à la fin, voilà, je vous spoil la fin. À la fin, ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Donc j'ai écrit un Twilight avec une conscience sociale. Alors, j'ai pas écrit un 50 Shades parce que je m'étais quand même fatiguée à mettre du sexe. Hein, j'avais sué des litres pour caser 3 fois le mot clitoris. Et mon éditrice m'a dit, écoute, moi, la romance, j'ai rien contre, mais je sais pas la défendre. Donc, avec un immense soulagement, j'ai pu enlever les quelques scènes de sexe que j'avais casées dans cet ouvrage, sauf le passage où elle couche avec ses propres draps de lit, parce que c'était quand même super marrant comme séquence. Mais voilà, c'était mon incursion dans ce monde du mummy porn, qui en fait, maintenant, je pense qu'on est passé plutôt alors, beaucoup plus ennuyeux, à la dark romance, qui là est un phénomène qui, moi, me laisse un peu couette. Parce que ce que j'en lis, au-delà du fait que c'est souvent écrit avec les pieds, c'est quand même super cringe, quoi. C'est uniquement des pauvres filles qui sont totalement maltraitées. Et à la fin, il y a la rédemption par l'amour. Mais voilà, la dark romance, je sais pas si vous pratiquez. Et moi, ça me met quand même un peu les chocottes, quoi. Bon, d'accord, c'est juste un défoulement, c'est juste un fantasme, et tout le monde a le droit d'avoir une vie onaniste particulière. Mais ouais, c'est un peu spécial, hein. Je sais pas ce que vous pensez de la dark romance, vous. Rien, je parie. Bah écoute, c'est avec intérêt que je découvre la dark romance. Je n'y ai pas encore eu accès. C'est une terra incognita où on n'a pas encore rencontré Wonder Woman. Non, je pense pour moi que c'est aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui peuvent s'essayer justement à la création, et la dark romance, peu importe le niveau qu'elle peut avoir, ça peut permettre peut-être à des jeunes auteurs de commencer. Et plus tard, si un jour ils percent ou qu'ils arrivent beaucoup plus loin, revoir leur passé en disant j'ai commencé par de la dark romance en essayant. C'est peut-être juste une marche pour aller vers quelque chose d'autre. Ce qui est intéressant aujourd'hui, à l'époque où on est, c'est qu'on voit vraiment publiquement toutes les étapes de création, quelles qu'elles soient, de différents niveaux, que ce soit des gros blockbusters ou des toutes petites créations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut suivre justement le fil créatif de ses débuts, de sa réflexion, même si elle n'est pas aboutie, jusqu'au truc le plus complet. Et c'est ce qui est intéressant dans la culture d'aujourd'hui. Alors c'est clair que ça donne une espèce d'impression de vague comme ça, de surcréativité dans tous les sens.
mais ce qui permet aussi justement de voir la mouvance générale créative pour des tout jeunes ou pour tous les âges. Donc j'ai pas de jugement de valeur sur le sujet, quoi. En fait, du coup, alors c'est pas le sujet vraiment, c'est quoi les mécanismes de base de la dark romance? C'est de l'heroic fantasy avec une nana qui non, c'est même pas heroic fantasy. Alors non, mais c'est super. Non, c'est super dérangeant. C'est une petite jeune fille qui est aux prises avec des. En plus, ça reprend un peu des trucs un peu. C'est pas même pas kawaii, c'est hentai plutôt. C'est-à-dire que la nana, elle est toute stéquite. Elle fait 1m30. Les types, ils font 3 mètres de haut. Et en plus, ils sont 3 dessus. Enfin, non, c'est super gênant. Et globalement, elle tombe folle amoureuse du maître de la meute, du troupeau, de l'équipe. Ce que tu veux. Et ça se passe très mal, il est très méchant. Et elle l'envoie chier. Et au bout d'un moment, il s'attache. Et alors, non, mais oui, mais non. Et alors, ça dure au moins 3 ou 4 tomes. Et mais il y a de la maltraitance. C'est-à-dire, oui, il y en a beaucoup en ce moment. C'est plutôt avec la mafia. Donc, c'est le type méchant. Il achète une fille pour la prostituer ou en faire son esclave sexuel, et à la fin il tombe super amoureux, il y a des petites fleurs et des petits oiseaux. Donc c'est un peu l'inverse de ce que moi j'ai voulu faire dans mon bouquin, quoi. Ils remettent de la poésie dans l'insoutenable, ils remettent du merveilleux dans le trivial, et mais c'est les scènes de sexe qui ont cette même gêne qu'on peut avoir avec toute une imagerie manga, où quand même on a des filles qui ont des gueules de bébés. Voilà, elles ont des gros crânes, des gros yeux, voilà, c'est ce qu'on appelle un bébé. Elles sont toutes petites, elles sont toutes maigres et elles ont des seins de vache. Et donc il y a une sexualisation de l'enfant qui est hyper gênante. Voilà, c'est ce niveau de gênance. Moi, souvent, je finis pas. Donc on a donc une victime qui finit par tomber amoureuse de son agresseur, c'est ça? Oui, c'est très souvent la matrice, et puis agresseur qui en fait n'est pas vraiment agresseur parce que dans sa jeunesse, la voisine de maman l'a initié bien malgré elle à des joies. Oui, et du coup j'ai complètement perdu mon fil. On est peut-être dans les fameuses 5 minutes de gloire de qu'Andy Warhol avait prédit. Hein. Oui, il y a tout le monde crée, comme ça passe, comme ça sort. On a accès même à la publication, quoi. Aujourd'hui, sur le moindre site internet ou quoi. Il y a même des gars qui touchent plus un crayon et qui génèrent leur truc et qui le sortent avec Amazon, et c'est automatiquement stocké, vendu en une semaine. Et la figure de l'auteur, ou une certaine figure d'auteur, devient elle-même justement une figure. Il y a une manière d'être auteur de la sorte, et c'est, je pense à voix haute, ça ne fonctionne pas toujours. Peut-être tout simplement, avant de proposer à celles et ceux qui souhaiteraient vous poser des questions dans le public, je vais terminer par une question qui est éminemment tarte à la crème, mais qui se prête, je pense, pas trop mal à notre sujet. Est-ce qu'il y a justement une grande figure, peut-être pas forcément un personnage en tant que tel, mais quand je dis une grande figure, c'est le guerrier, le savant fou, le commandant de navire, que sais-je, de la science-fiction que vous aimeriez revisiter, retravailler, ou qui tout simplement vous passionne ou vous déplaît. Mais voilà, est-ce qu'il y a une grande figure autour de laquelle tourne-vous votre imaginaire spécialement, et pourquoi ? Alors, c'est pas une figure, c'est une équipe. Moi, j'aimerais beaucoup travailler sur les X-Men. Parce qu'il y a énormément à faire, il y a les diversités, c'est un groupe, il y a des mécaniques sociales, politiques dans les X-Men qui sont pour moi extrêmement motivantes. Voilà. Si j'avais à faire un choix, ce serait ce groupe-là, les X-Men. Voilà. Moi, je suis déjà super heureux d'avoir fait le Capitaine Flamme parce que c'était un rêve de gosse, juste vraiment, parce que c'est ce qui est différent, juste pour la petite parenthèse, dans cette équipe-là, c'est que certes, on a le capitaine, mais on a l'aspect famille. C'est une équipe, mais c'est une famille. Curtis, qui a été élevé par ses frères, qui ont tous une autre forme, matérialisation qu'un humain standard, et qui pourtant, en fait, eux-mêmes sont plus spontanés que peut l'être Curtis, qui lui est dans le contrôle total, en fait, de ses émotions. Il est tellement intelligent, en fait, il a tellement été boosté qu'il en devient presque comme un super ordinateur, là où en fait Greg et Mala, par exemple, eux sont beaucoup plus spontanés.
On le voit nettement dans le roman. Et ça, c'est super intéressant. Il est un peu psychorigide, hein, Curtis. Ouais, ça change. Et justement, là où c'est bien, c'est que dans cette version, Joanne va casser ça. Parce qu'elle va tellement l'ébranler le pousser dans ses retranchements sur son truc, qu'elle va venir désamorcer tout ça, fil par fil. Voilà. Bon, ça c'était pour le plaisir sur Flamme. Maintenant peut-être me pencher sur l'univers de Matsumoto, Leiji Matsumoto, où il y a des choses très belles et très dures aussi, très sombres à interpréter et qui peuvent ce serait vraiment chouette ça. Et vous-même, Catherine? Elle actuellement, je suis en train de travailler sur la réinterprétation du détective des années 50, quoi, Le Grand Sommeil, Philippe Marlowe, vous voyez, mais plutôt en Normandie. Et donc j'imagine que cette figure tutélaire du détective froid et observateur débarque effectivement en France, où il promène sa misère et son regard acéré. Le seul problème, c'est qu'il peut plus fumer, quoi. Donc je pense que je vais le mettre à la vapote, Philippe Marlowe. Très bien, il nous reste 15 minutes. Souhaitez-vous poser des questions à nos invités? Et alors, je crois qu'il va y avoir dans la salle des mains volontaires pour vous transmettre des micros, parce que oui, la lumière change un peu, on vous voit maintenant. Ah ouais, c'est bien ça. Merci pour la conférence. J'avais une petite question. On a on a parlé donc effectivement avec la dark romance qui en fait reprend des clichés assez présents. Moi je pensais tout de suite avec les questions des figures à par exemple Star Wars qui a eu beaucoup de succès, qui est effectivement un peu le héros aux 1000 visages et qui reprend des trucs de Kurosawa qui viennent d'ailleurs. Je pense au Seigneur des Anneaux qui pareil reprend des figures, il y a le magicien, il y a le héros qui sort du quotidien, enfin tout ça. Est-ce que en tant que créateur, on fait attention à ça? Est-ce que c'est un peu une impasse de retomber dans des clichés? Est-ce qu'on sent qu'on a obligé de passer par ça? Enfin, c'est assez. Et je pense que peut-être je suis pas le seul ici à avoir essayé de commencer à écrire des histoires. Moi, je me sens en tant que créateur débutant. On a peur de retomber dans ces clichés. Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, ces grandes figures, ou est-ce qu'on peut s'en détacher, explorer autre chose? Alors, pour ma part, les grandes figures sont avant tout des êtres humains, et c'est de ça dont je pars quand je retravaille des personnages qui sont déjà préexistants. Que ce soit Conan ou Lisbeth Salander ou Wonder Woman ou Curtis Newton, à la base, je me dis, bon, ils ne sont pas exceptionnels, c'est pas des dieux, des demi-dieux, ce sont des êtres humains, avec leurs qualités, leurs failles ou éventuellement leurs terribles défauts. Et à partir de là, comment est-ce que je vais les faire évoluer dans le récit que j'ai envie de raconter. Donc je me pose pas vraiment la question comme ça quand je m'attaque à des personnages préexistants ou même à des personnages que je crée. Je ne fais pas la différence, moi, en fait. Les personnages que je crée ou les personnages que je développe et qui existent déjà, en fait, je les traite de la même manière d'un point de vue narratif et créatif. Oui, c'est de toute façon le créer que l'investir à sa manière. Oui, tout à fait. Ouais, je pense que faut être en accord avec ce qu'on veut raconter. Déjà, quand on part sur des sujets comme ça, tous dans notre vie, à un moment donné, on se dit qu'est-ce que je dois faire pour évoluer quand je suis dans un cul-de-sac, où je vais trouver la force de dépasser tel ou tel événement alors que je suis déjà à plat. Et donc, avoir des figures de ce genre, qui sont certes parfois caricaturales, ça aide à projeter tellement plus loin, en fait, ce besoin de se dépasser. On se dit, si lui, à son niveau, il y arrive, moi, je peux dépasser ma petite épreuve, qui du coup paraît beaucoup moins grande face aux épreuves que ce genre de héros peut avoir. Alors c'est clair, ça marche c'est basé sur des contes de fées, des contes destinés à la jeunesse. Mais aujourd'hui, le narratif change dans le sens où même les adultes s'intéressent encore aux comics et aux héros de cette époque-là. Ce qui est complètement différent par rapport à l'époque des années 70 ou 60 ou même début 80,
où les adultes s'intéressaient pas forcément à ça, quoi. Aujourd'hui, tous autant qu'on est, on regarde encore tous des films, on lit des romans, on lit des comics, ce qui à cette époque-là était impensable. Donc en fait, on continue de faire travailler cet imaginaire-là, même à l'âge adulte. Donc il faut régler le curseur en fait sur certains points pour que ça soit adapté aussi à notre mode de lecture, quoi. Alors, la question était de la part d'un jeune créateur. Comment doit-on se poser la question? Je me permets d'interpréter de transmettre votre question. Comment se frotter aux grandes figures, aux grands stéréotypes, et faut-il s'en servir, faut-il s'en éloigner? Comment est-ce qu'on fait? Choisit-on seulement de le faire? Oui, voilà, je me souviens, en fait, c'est un peu délicat comme cette question, puisque ça dépend complètement de ce que vous voulez écrire. Moi, je pense que écrire quelque chose de personnel, c'est justement essayer de fuir les grandes figures qui vont contraindre votre personnalité, votre imagination. Alors, mon exemple personnel, en termes d'écrivaine de science-fiction, entre autres, c'est qu'avant la science-fiction, c'était vraiment une histoire de grandes figures. Nous avions le capitaine Flamme et qui découvrait la galaxie. Et tout d'un coup, dans les années 70, il y a Ursula Le Guin qui est arrivée et qui a introduit dans la science-fiction non plus la conquête, mais l'anthropologie et la sociologie, où on raconte plutôt l'histoire de peuple que l'histoire d'individualité. Et c'est là-dedans que moi je m'inscris. Donc mon dernier livre, Les Chants de la Lune, ça raconte la colonisation de la Lune par les êtres humains terriens, mais vu par une fermière qui tient une ferme sur la Lune et qui cultive du maïs, du sorgho, du blé et du millet. Et aussi des fruits et légumes et des champignons. Voilà. Donc moi je m'inscris plutôt dans une recherche de personnages non récurrents et non remarquables, parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais ça m'est arrivé quand même de me mettre dans la peau de Blanche-Neige, et je trouve ça très bien aussi. De toute façon, à un moment, même si vous réécrivez, je ne sais pas moi, l'histoire de Jésus-Christ, vous finirez par imposer votre propre voix. Faut pas hésiter à piller les autres dans ce qu'ils ont de bien et qui vous intéresse. Et si on vous dit c'est du pillage, vous répondrez non, moi j'avance juché sur les épaules des géants. Ça fait toujours son petit effet. Et voilà, c'est l'autre beau nom du pillage. Effectivement, on paye tout à nos prédécesseurs, quoi. On est héritière d'une tradition. Oui, bonjour. Merci pour cette conférence. Là, du coup, je me posais la question, est-ce que l'attente de vos lecteurs influe sur votre création personnelle? Est-ce que vous essayez de penser ce que les lecteurs souhaitent lire, souhaitent visionner, ou est-ce que c'est bien plus personnel? Est-ce qu'il y a comment vous vous mettez Est-ce qu'ils prennent en compte les attentes supposées du lectorat? Exactement, c'est ça. Non. Merci. Moi, je dirais que c'est, à la base, c'est redonner un aspect à toutes les discussions que j'ai pu avoir, multiples et variées, sur l'amour que je peux avoir pour cette série, avec des copains qui sont des fans aussi, sur les forums, des copains collectionneurs, tout ça. Ça fait tellement d'années qu'on discute de « Ah ouais, imagine, et qu'est-ce qu'il ferait, et qu'est-ce qu'il fait là, et à ce moment-là ». Alors j'avais ça en tête. Donc là, pouvoir représenter toutes ces multitudes de discussions. Ensuite, c'est pouvoir montrer l'amour infini que j'ai pour cette licence et toutes les subtilités justement qu'on peut trouver aussi bien dans l'anime, mais encore plus chez Hamilton. Et ensuite le souci, en fait le stress, en gros, de ce que va rendre, de ce que va donner le projet. Je l'ai pas eu pendant la période créative où là j'étais concentré avec Sylvain, avec les équipes, les ayants droit, à faire quelque chose le plus qualitatif possible.
C'est après, c'est quand j'avais tout fini en fait, au moment où ça allait sortir, que là le stress est monté. Je me suis dit putain, est-ce que j'ai oublié ça? Est-ce que ça ils vont le percevoir? Est-ce que ce détail-là, ça va être perçu? Comment ils vont comment vont-ils prendre cette ajout? Là ils vont capter, par exemple pour Malak, je l'ai pris chez Hamilton. Voilà, c'est plus au moment où où il y a cette espèce de calme plat avant la sortie, le gros boom, où là j'ai le stressomètre qui est monté en flèche quoi. Voilà. Alors moi en fait je suis un panel marketing moi toute seule, je suis d'une banalité absolue, je suis un peu la ménagère de moins de 50 ans de base, enfin maintenant j'ai plus de 50 ans, mais en gros je sais parfaitement qu'à partir du moment où ça me plaît, où ça m'intéresse, il y a un thème qui me parle, ça va parler à la majorité, parce que je suis d'une banalité profonde, donc j'ai jamais aucune hésitation. Si ce truc-là me dit écris-moi, c'est que c'est dans l'air du temps. Voilà, c'est l'avantage de ne pas être quelqu'un d'exceptionnel. Vous êtes quand même sûr d'être toujours dans la course. Je vois des bras tendus, des bras qui s'agitent. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas pour tous ces échanges. Je voulais savoir, est-ce qu'à force de revenir et de réinterpréter ces grandes figures et de les casser entre guillemets, même si effectivement parfois c'est nécessaire, il n'y a pas un risque en fait de plus pouvoir par la suite inventer des nouveaux personnages, inventer des grandes figures, comme par exemple dans le cinéma où moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de routine en ce moment en fait, et puis on revient sans arrêt sur des cycles. Alors, moi je peux répondre pour la bande dessinée en tout cas. Sur l'ensemble des parutions qui sont faites, en fait, il y a très très peu de réadaptations ou de reboot, comme on dit, contrairement au cinéma en termes de pourcentage. Enfin, moi, j'ai publié 143 bandes dessinées. Sur 143 bandes dessinées, enfin, je sais pas, j'ai jamais compté, mais sur les univers préexistants que j'ai adaptés, ça doit représenter peut-être 20 livres sur 143. Et je pense que sur l'ensemble des publications de bande dessinée, c'est encore plus faible en fait. Donc je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport au cinéma notamment, mais sur la bande dessinée, cette problématique, elle ne se pose pas, non. Moi, peut-être, je vais me permettre de tenter un embryon de réponse. Et alors, je voudrais pas être définitif parce qu'on est sur des phénomènes qui sont mouvants et qui évoluent assez rapidement dans le monde du cinéma. Néanmoins, il est vrai qu'il y a eu un assèchement de l'imaginaire hollywoodien ces 15 dernières années qui a été spectaculaire. Pour des raisons bassement économiques, c'est que quand le jour où Avengers tape le 1 milliard 200 millions, tout le monde regarde Marvel et tout le monde se dit on va faire ça. Ben ils ont fait ça. Le résultat aujourd'hui, c'est que certes on pourrait dire mon Dieu mais il n'y a plus que des reboots, que des IP, que de la franchise, etc. Le résultat, c'est que depuis, ça a commencé à se casser la gueule après le Covid et maintenant depuis 2 ans, c'est un four économique global. Véritablement, Hollywood fait face à un assèchement de ses revenus, des revenus de ses gros blockbusters qui est sans équivalent. À mon humble avis, ça veut dire un truc, c'est que dans les années qui vont venir, on va les voir renouveler leurs motifs. À titre, par exemple, à titre d'exemple, le film de Substance, alors qui certes a été primé à Cannes, tout ce que vous voulez, qui est réalisé par Coralie Farja, qui est un film d'horreur américain. Les gars, ils l'ont tourné il y a 4 ans. Ça faisait 2 ans qu'il était sur des étagères parce qu'ils se disaient on ne sait pas comment le sortir. Ce machin gigagore, féministe, drôle, mais en même temps horrible et qui ferait vomir un écureuil, on ne sait pas quoi en faire. Et il se trouve que le film la sort, certes parce qu'il a été sélectionné à Cannes, mais en fait tout simplement parce que tout d'un coup il y a besoin de renouveler les formes. Et le film est en train de devenir très rapidement culte aux États-Unis parce qu'il y a eu un tel assèchement de l'imaginaire que tout d'un coup il semble formidablement novateur. Et attention, c'est un film que j'adore, mais je le trouve excellemment réussi, je suis pas sûr qu'il soit si innovateur que ça. Mais voilà, pour vous dire, oui, il y a un risque d'assèchement, mais comme la nature et le cinéma ont horreur du vide, quand il y a assèchement, à un moment, Hollywood va aller chercher des talents ailleurs, peut-être hors des États-Unis, comme ils l'ont fait plein de fois dans leur histoire, pour proposer de nouvelles choses. Et j'ai réussi à presque niquer tout le temps de parole. Non, mais c'est vrai, pour revenir à la bande dessinée, je dirais aussi que, quand tu mentionnais la dimension économique, elle est essentielle. Si une bande dessinée, ça coûtait 100 millions d'euros à faire, on aurait exactement les mêmes problématiques que dans le cinéma. Il se trouve que c'est pas le cas, c'est pour ça qu'on a encore cet espace de liberté ou en littérature en général. Voilà. Absolument. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de poser une question en 1 seconde qui ne puisse être répondue que par oui ou non? Allez-y, madame.
Merci. Ma question, c'était... Alors, ça partait de la dark romance, notamment parce que j'ai une petite marotte personnelle d'énervement sur la dark romance, mais qui est aussi que la dark romance existe grâce au marketing et grâce au capitalisme, en fait, parce que c'est la descendante de la fanfiction. Et donc, on parle d'auteurs et d'autrices qui ne font pas qui ont pas forcément une idée, qui sont juste dans la décharge, en fait, et qui déchargent des fantasmes, des idées, etc., et qui sont extrêmement problématiques parce qu'elles sont marketées par des maisons d'édition qui les vendent à des publics jeunesse. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même en train d'essayer de déconstruire les questions d'emprise, et notamment dans la question féministe. Et que là, on remet ça sur des étagères pour des gamines de 12 ans et des gamins de 12 ans en leur remettant cette idée en place de cet homme monstrueux, terrible, ténébreux qui, à la fin, va être à nouveau bon pour moi et me sauver de mon ennui profond. Et en fait, ça rejoint l'archétype aussi, au sens où, et là je rejoins la question précédente, l'intervention précédente, c'est que il y a une capitalisation de l'archétype, en fait, et que c'est pas vos questions, vos points de vue d'auteur sont intéressants parce que les maisons de production, qu'elles soient des éditions de films ou de livres ou de BD, encouragent en fait des produits qui vont fonctionner. Et donc vous avez le plaisir de pouvoir retravailler sur des trucs qui vous font ultra plaisir. Mais c'est aussi une grosse question capitaliste, en fait, à la base. Enfin, je sais pas... Alors, peut-être, je me permets de renvoyer à la réponse que vous faisiez il y a quelques instants. C'est aussi une question de proportion. C'est-à-dire que quand on revisite de temps en temps des grandes figures et qu'on continue essentiellement de créer, la problématique est peut-être pas tout à fait la même. Non, cette problématique est pas la même. Cette problématique, elle existe en fait sur d'autres médias comme le cinéma ou la télévision, où il y a énormément de budgets qui sont nécessaires pour créer en fait les œuvres. Mais moi, par exemple, pour Orbital ne coûte pas moins cher que Capitaine Flamme. C'est une des séries de SF que je fais. Donc la question, dans le cadre de la bande dessinée, se pose pas du tout de cette manière. Après, que oui, il y a des archétypes comme ça qui existent toujours. Mais pour ma part, moi j'ai la chance, et c'est pour ça, moi je travaille à la fois, je travaille dans le jeu vidéo, dans la série télé, et dans la bande dessinée. Moi je sais que je quitterai jamais le navire de la bande dessinée parce que j'y ai une liberté incomparable par rapport aux autres médias, et c'est une liberté économique. Et le fait que je puisse payer mes factures grâce à la bande dessinée me permet de tenir tête à des producteurs audiovisuels ou dans le jeu vidéo. Mais évidemment, si vous dépendez uniquement d'un média où ces problématiques économiques sont prégnantes, vous êtes dans une situation difficile en tant qu'auteur, parce que c'est pas toujours facile de dire non, pour des raisons simplement capitalistes. Voilà. Les amis, il va falloir en finir. Je suis désolé, je voudrais vous remercier tous les trois. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci à vous.